Merci Nadia pour cette très gentille introduction. Je suis très contente d'être là parmi vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé de venir aujourd'hui, surtout que j'ai retrouvé beaucoup d'amis. Et donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'être comme un poisson dans l'eau ici. J'ai vu aussi le dynamisme de Respifil. Donc c'est très impressionnant, à la fois sur le parcours patient et les aspects recherche et la collaboration. Donc voilà, ça, je trouve que c'est toujours très enrichissant de partager les initiatives et ça me donne encore voilà, des idées. Mais je trouve qu'on est vraiment tous dans une dynamique qui fait sens et j'ai l'impression qu'on va assez dans le même sens. Alors, je voulais aussi, remercier, la filière, les acteurs de la filière et tous ceux qui ont participé à la construction, de ce prochain, plan national maladies rares. On avait diffusé, un espèce de questionnaire, pour faire, justement remonter à partir de la filière les idées, les propositions, et donc sur lesquelles on a pu vraiment s'appuyer et puis il y a des membres de votre filière qui ont été particulièrement présents et impliqués, dans la construction et donc je remercie Olivier, Sidbon qui a dirigé un des groupes de travail et que je vais vous montrer sur la diapositive de juste après donc voilà. Alors c'est un calendrier un petit peu plus simple que ce qu'a présenté, Anne-Sophie tout à l'heure, mais c'est pour vous dire, qu'un peu dans la question des délais, vous connaissez l'actualité, gouvernementale et donc une succession de ministres, mais la lettre de mission qu'on a eue au départ venait d'Aurélien Rousseau et de Sylvie Retailleau. Et donc ensuite on a, une fois que les groupes de travail ont été installés, donc ça c'était octobre 2023, il y a eu un rendu, vraiment des propositions qui s'est fait en février, 2024 et une rencontre avec, les 2 ministères, qui a eu lieu en mai, 2024 pour, et ben, on espère, quelque chose qui va se passer avant la fin de l'année, voilà et bon, dès qu'on pourra, vous dire, voilà, ça sera bien sûr, diffusé. Alors, moi je me suis occupée plutôt de la partie soins et puis j'avais la chance de travailler avec Guillaume Cano que vous connaissez, qui est professeur de néphrologie à Necker, qui est très impliqué, qui est un médecin d'adultes et très impliqué dans les maladies rares et dans la recherche, le repositionnement de molécules aussi ou les approches innovantes pour, pouvoir amener sur le marché, un traitement et donc on a vraiment utilisé toutes ces capacités-là pour essayer de faire avancer les choses pour ce plan national maladies rares. Donc l'idée, c'était de travailler sur 4 grandes, thématiques et donc il y a eu 15 sous-groupes qui se sont mobilisés pour, travailler. Donc comme l'a dit Anne-Sophie, 300 personnes. Alors, c'est, là où, on a essayé faire de la cohésion, c'était d'impliquer vraiment tous les horizons, maladies rares. Donc, les personnes des filières et des centres de référence, les associations de patients qui ont été présentes dans tous les groupes de travail, mais aussi, l'aspect plus institutionnel, hein, des ministères, de l'HAS, de l'ANSM, les ARS, les chercheurs, donc l'INSERM bien sûr, étaient représentés, et qu'est-ce que j'oublie? Bah, j'oublie sûrement beaucoup de gens, mais voilà, donc on a essayé vraiment d'avoir, bah, les partenaires privés aussi, les biotech. Donc c'était vraiment un objectif d'impliquer, tout le monde. Et donc je vais pas détailler ça parce qu'on va partir un peu peut-être plus sur les propositions parce qu'en fait les besoins, on les a vus avec, les présentations des 3, centres de référence qui viennent juste, d'être faits. On s'est appuyé comme a montré, Anne-Sophie qu'il y a, on avait eu, juste au moment du début des travaux, l'évaluation, du PNMR3 par le Haut Conseil de la santé publique et l'HCERS. Alors c'était un petit peu une douche froide, hein, pour démarrer parce que, l'évaluation n'était pas forcément, celle dans les termes qu'on attendait. Un des points étant, bon, bah, maintenant le modèle, il a bien marché, les choses on a vu que ça s'est vraiment très, très bien structuré, donc ça, c'était très bénéfique. Finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un plan national maladies rares pour continuer?
Donc voilà, donc un des vraiment une des choses qu'on, souhaite défendre avec Guillaume et avec l'ensemble des groupes de travail, c'est, cette idée que cette dynamique de plan, elle doit avoir une vision peut-être à plus long terme que 5 ans et elle doit se pérenniser et que, qu'on ne peut pas perdre cette, structuration, qu'on a obtenue, sur les 20 dernières années, comme on l'a vu avec l'historique de heu, qu'a fait, Anne-Sophie. Il reste encore des choses très nettement à améliorer, le parcours de soins des patients, l'accès au diagnostic, voilà, on pourra en parler et puis la place de l'innovation dans les thérapeutiques ou dans la collecte des données. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Voilà, bon, c'est des rapports qui sont, publics, hein, vous pouvez y accéder. C'est assez, indigeste, mais voilà, donc du coup, j'ai essayé de faire une petite synthèse très rapide. Alors, les objectifs du PNMR 4, si on les synthétise, donc comme j'ai dit, pérenniser l'attention, portée sur les maladies rares, hein, de ne pas être dilué dans les politiques, générales, de la santé. Réduire l'errance diagnostique et donc là, on a encore des mesures à porter pour pouvoir améliorer les choses. Faciliter la vie des acteurs, en particulier dans les centres sur le terrain, centres de référence, mais aussi centres de compétences, qui ne bénéficient pas de financement spécifique et donc comment arriver indirectement à les soutenir et quand même, soutenir la recherche et faire de la France un leader en termes un pays leader en termes d'essais cliniques, de développement de thérapies, innovantes. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler, je dirais de façon, coordonnée avec les 2 ministères qui nous portent. On a même, aussi un peu quand même le ministère de l'Industrie qu'on pourrait rajouter, également, hein. Donc ministère de la Santé et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On va dire que peut-être on doit, un peu plus travailler avec le MESR qui est, puisque la partie recherche est celle qui est, la moins, je sais pas comment dire, peut-être organisée, structurée et financée aussi, ou moins claire et donc c'est là, il y a encore un gros travail à faire. Alors, le soutien actif à la recherche, c'est très important. On avait, fait une proposition de PEPR qui n'a pas été retenue malheureusement et donc il faut trouver d'autres moyens, d'arriver à soutenir une recherche qui soit clairement identifiée maladies rares. Il y a des financements qu'on peut trouver à droite à gauche. Quand vous regardez les PHRC, par exemple, il y a un grand nombre de PHRC qui sont des PHRC maladies rares. Il n'y a pas de PHRC maladies rares en tant que telles. Dans les ANR, c'est pareil, il y a des ANR qui vont être dédiés à des maladies rares, mais si vous voulez, sur le côté visibilité ou appel d'offres purement dédié, on n'y est pas encore et on a besoin de, 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 de le faire ou de mieux le structurer. Et puis on a porté aussi avec Guillaume cette notion d'introduire peut-être un peu plus la question du partenariat public-privé. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les essais académiques, je vous rejoins complètement, mais il y a beaucoup de choses et j'ai vu que vous aviez des partenaires avec lesquels vous travaillez bien dans la filière. Il y a aussi la question du partenariat public-privé pour le diagnostic, qui sont des choses où on peut très probablement arriver à collaborer et à potentialiser les diagnostics peut-être de façon plus rapide. Alors sur les 4 grands axes de travail, les diapositives, je les laisse vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Je les ai laissées à Céline. Donc il y avait un axe de travail sur le parcours de soins et de vie des patients. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été discutées et proposées. Anne-Sophie nous a déjà bien l'une des premières mesures qui est quand même très importante, c'était l'amélioration du maillage territorial avec le financement d'un certain nombre de centres de référence supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, mais il y a aussi du travail à faire dans les centres de référence pour dégager du temps pour les soignants, améliorer le repérage des patients. Et on a une mesure qui est en coordination complète avec les assises de la pédiatrie, hein, de santé de la pédiatrie, qui est de soutenir les
soins lourds et complexes, donc des patients atteints de maladies rares dans les services de pédiatrie. Et donc ça, c'est une mesure qui est en cours de discussion et qui va très certainement aboutir. Donc on aura sur le plan soins purs hospitaliers de l'aide pour ces patients. Il y a également un travail sur qu'est-ce qu'on peut faire en région pour améliorer les parcours de soins des patients. Anne-Sophie a expliqué la mise en place des plateformes d'expertise maladies rares qui sont vraiment le socle de soutien des centres de compétences, et il faut vraiment le voir comme ça, et d'amélioration du lien médico-social. Donc, pérenniser les plateformes, les renforcer, augmenter leur mission et clarifier leur mission. C'est un point qui est important et qui a été discuté et qui va faire l'objet d'une mesure dans le PNMR. Et puis, continuer à soutenir via le financement du plan la production des PNDS, avec un œil à garder sur la qualité des PNDS, c'est-à-dire le fait d'avoir quand même une charte ou une méthodologie de production d'un PNDS qui doit refléter une vision de filière ou de centre de référence, et pas une vision, je dirais, un peu unique et monocentre, et qui est quelque chose aussi qui doit pouvoir être proposé ensuite à un ERN pour être élargi à l'Europe et aboutir à des guidelines européennes. Et encore sur le dernier point, parce qu'il y a beaucoup de mesures, mais j'ai dégagé peut-être les choses qui sont un peu plus marquantes et sur lesquelles on a avancé en termes de financement, de soutien, de mesures qui vont pouvoir être financées. C'est de travailler aussi sur, on a vu sur la carte que vous avez montré, je crois, Vincent, sur la carte, il y a des trous dans la raquette, dans le maillage territorial. Moi, j'ai exactement la même dans mon centre de référence, au centre de la France, là. Et donc, dans les régions qui ne sont pas couvertes, s'appuyer sur des initiatives qui ont fait l'objet d'un article 51, et de pouvoir l'élargir maintenant à toutes les maladies rares pour pouvoir déployer des coordonnateurs de parcours de soins en particulier sur ces régions déshéritées. Donc, ça, ce sont des mesures qui pourront probablement être implémentées et soutenues. On va bien sûr continuer à travailler sur la transition. Il y a eu un groupe de travail dédié. Voilà. Alors, sur le diagnostic, c'est un deuxième groupe extrêmement actif et sur lequel il y a beaucoup de travail. Et en particulier, comme sur le groupe parcours, comme sur les deux autres dont je vais parler après, les filières de santé vont être extrêmement sollicitées pour la mise en place de ces mesures, leur soutien, leur organisation et leur suivi. Alors, ça va bien sûr avec du soutien, etc. Mais les filières, elles vont quand même, il faut voir que ça va encore probablement augmenter, je dirais, leur socle de mission et d'implication dans cette structuration maladie rare. Alors, il y a déjà un observatoire du diagnostic qui va se poursuivre. Vous savez, c'est vraiment l'idée d'arriver à cerner l'errance et l'impasse diagnostique. Et ces missions vont également être augmentées, en particulier en intégrant le suivi du dépistage néonatal qu'on va pouvoir remettre dans cet observatoire du diagnostic et faire rentrer ces patients du dépistage dans les bases de données. Un groupe de travail important qui a travaillé justement sur le dépistage néonatal. Donc ça, c'est une thématique absolument majeure. Il y a un changement complet de paradigme qu'on va vivre dans ces prochaines années, qui a déjà commencé, qu'on passe d'un dépistage de une dizaine de maladies en gros, à vous êtes concerné par le dépistage de la muco, je pense particulièrement, à dépister plus, on va plutôt parler en dizaines au pluriel de pathologies, et passer d'un dépistage biochimique à un dépistage génétique. Et donc ça, et de passer de je dépiste une maladie mortelle à je dépiste une maladie pour laquelle il y a un traitement qui est une maladie actionnable. Donc on est vraiment à un changement complet de façon de penser. C'est notre façon de penser à nous. C'est pas encore celle des autorités.
hein. Et donc il y a un gros travail, presque de lobbying, à faire parce que les outils sont là, on sait comment faire, les patients attendent, nous on est prêts et donc en fait il faut, juste qu'on arrive. On a besoin, un des autorisations réglementaires et 2 d'une organisation nationale. Donc ça, le groupe de travail dépistage a déjà travaillé et il y aura, par exemple, le dépistage de la SMA, l'amyotrophie spinale infantile ou les déficits immunitaires combinés qui va se mettre en place dès le début 2025. Donc ça sera déjà une grosse avancée. Dans le dépistage, on doit travailler aussi sur cette notion du consentement, de faciliter l'accès au consentement, donc d'avoir un e-consentement si possible dans la BNDMR et d'avoir un set de données minimum génétique pour que les généticiens qui travaillent sur l'ADN puissent avoir un minimum d'accès à des données cliniques pour travailler. Donc ça, c'est une histoire de coordination nationale, de travail avec la BNDMR et avec les centres hospitaliers pour arriver à organiser tout ça. Une autre mesure qui va être soutenue, c'est aussi de faciliter l'accès au panel et au génome, au génome entier. Et donc, on a aujourd'hui 2 plateformes. On va probablement vers un modèle où il y aura plus de plateformes, mais ça nécessitera aussi plus de coordination nationale. Mais l'objectif, c'est d'accélérer parce qu'aujourd'hui, le rendu des diagnostics est beaucoup trop long par ces plans, même s'ils sont bien structurés, même si on a des super RCP d'amont, d'aval, etc. Je vais essayer d'avancer puisque le temps passe, on est déjà à la fin. Sur les accès au traitement, alors grosse implication des filières dans le groupe de travail, l'Observatoire des traitements, le GRIOT, qui est un groupe interfilière. Donc on va vraiment renforcer cette notion d'interfilière. Beaucoup de filières recrutent des pharmaciens pour travailler sur ce sujet. Et là, l'objet, c'est d'augmenter, d'accélérer les accès, les CPC, hein, la nouvelle façon de faire de l'early access pour les traitements, de suivre les molécules d'intérêt et les dispositifs médicaux et de pouvoir faciliter, favoriser, accompagner la prise en charge des traitements hors AMM ou le repositionnement des molécules. Donc ça, le GRIOT va se renforcer, ses missions se renforcent aussi et ses moyens vont également augmenter. Et en lien avec la BNDMR, il y a un travail qui va être fait pour avoir donc c'est comme les anciens pétales, hein, un set de données minimales traitement très simple, mais pour un suivi de toutes ces nouvelles molécules. On en a tous finalement maintenant des dizaines dans nos filières. Et bien sûr, il y a un travail de fond qui n'est pas une mesure vraiment très spécifique, mais qui est un travail, je dirais, plus d'un comité stratégique du PNMR4, de travailler à l'amélioration des conditions réglementaires des accès au marché des différentes molécules. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, c'est un point très important, c'est la notion de la collecte de données et une mesure qui va être une mesure phare de ce PNMR4, qui est le travail à la collecte des tissus, des fluides, etc., donc les biobanques. Sur la collecte des données, le travail de la BNDMR va être renforcé, son soutien également, parce que vous avez vu que la BNDMR va finalement être impliquée dans beaucoup des actions. C'est plus aujourd'hui uniquement faire de l'épidémiologie, c'est aussi accueillir le consentement, c'est aussi accueillir un set de données minimum de génétique, un set de données minimum traitement, et donc c'est pouvoir travailler en réseau avec tout le territoire. Donc il va y avoir un travail de facilitation de convention de la BNDMR avec les différents CHU qui est déjà en place, et l'objectif c'est qu'ensuite la BNDMR puisse aussi être l'interface avec l'Europe. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus que à passer par la BNDMR pour pouvoir travailler avec les registres européens, le transfert de données, etc. Et donc ça devrait simplifier considérablement notre lien avec les ERN et ce problème qu'on n'a pas de financement par les ERN pour saisir les données dans les registres européens.
Donc il y a beaucoup de projets pour la BNDMR. Un des projets également, c'est que les patients puissent eux-mêmes recueillir des données, Marc a parlé des PROM, donc ça c'est voilà, et donc via en particulier la création d'une application, c'est un travail qui est déjà en cours, d'une application France Maladies Rares qui serait connectée BNDMR, enfin le dossier du patient, mon espace santé, et avec une entrée propre du patient pour rentrer ces données. Donc ça peut être un point très intéressant. Une petite seconde sur les biobanques. Il y a un plan France Biobanque 2030 qui vient d'être lancé. Son financement était initialement de 100 millions d'euros. Il a été réduit à 50 millions d'euros, mais quand même, il y a quand même de quoi faire du bon travail. Et donc, ce plan, on a vraiment travaillé en coordination avec Céline Vertuif qui porte ce plan. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, parce que ça, c'est un chantier, je dirais, qui est encore complètement en friche. Première chose, c'est bien sûr recenser les collections existantes dans les CRB, mais aussi requalifier les collections qui sont présentes partout, dans nos congélateurs, dans les services, dans les laboratoires à l'INSERM, voilà. Donc, faire de la requalification. Et un des gros points et un des projets, moi j'y suis très attachée, c'est l'idée de créer une biobanque maladies rares, c'est-à-dire qu'on fasse un travail unique qui permette à tous les centres de référence de collecter dans les CRB qui leur sont rattachés les tissus, le sang, l'ADN, etc., tout ce que vous voulez pour leurs maladies rares sans distinction. Donc d'avoir une biocollection unique maladies rares. C'est un gros travail, un gros chantier. J'espère qu'on y arrivera au cours de ce plan. Et bien sûr, il faudra améliorer l'utilisation de ces biocollections. Voilà, donc c'est un peu une vue un peu générale, mais si vous avez des questions plus spécifiques, moi je suis prête à y répondre. Olivier est là pour répondre à toute la partie traitement, parce qu'il connaît ça beaucoup mieux que moi. Et Anne-Sophie pour tous les aspects, je dirais plus institutionnels et ministériels. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions pour l'ensemble des orateurs. Bruno. Bonjour, Bruno Crestani, je suis à Bichat, fait de la pneumo. Est-ce que vous pourriez revenir sur la biobanque? Je ne savais pas qu'il y avait un plan Biobanque France 2024. Est-ce que c'est déjà actif ou c'est un projet? Et comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va justement passer par nos filières et nos réseaux? Alors, donc c'est un plan qui est c'est une autre action, c'est pas le plan national maladies rares, donc c'est une action qui est financée, voilà. C'est France 2030, donc et donc c'est Céline Vertuif qui coordonne le réseau des CRB et qui coordonne le CRB de Bicêtre qui porte ce plan et qui est en train de rédiger, je dirais en gros, la lettre vraiment les différents points sur lesquels ils vont travailler. Donc, Céline Vertuif était présente dans le groupe de travail biobanque du PNMR 4 qui était porté par Yannick Lemeur de Brest. Et l'idée, c'est que vraiment, nous, on puisse s'insérer complètement dans ce plan France 2030 biobanque. Le PNMR 4 lui-même ne financera pas de biobanque, sauf peut-être à parler de chargés de projet qui seront là pour coordonner le travail, les collections, les sorties, etc. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse utiliser cette initiative pour créer, par exemple, cette biobanque, une biocollection maladies rares au sens large. Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet-là, quand on voit le côté ministère, c'est pas le bureau maladie rare, mais c'est l'ancien bureau PF4, là, c'est le bureau aérien qui s'occupe des CRB. Et avec mon collègue qui connaît bien, on a de la chance, le sujet maladie rare. Il y a un tout petit détail, mais dans toute cette mise en place de biobanque, ce qu'on va demander, c'est que si ça touche une biocollection pour les maladies rares, il y a la demande d'avoir les codes ORFA et d'avoir la bonne désignation de l'échantillon pour le rattacher à la bonne maladie. Et donc l'idée, c'est qu'après, on aura un catalogue beaucoup plus facilement accessible. On saura dans tous les CRB où sont les échantillons et de quelle maladie rare, parce qu'on aura le bon code ORFA pour pouvoir faire le lien avec l'échantillon biologique. Ça, c'est un détail, mais c'est quand même quelque chose qu'on a pu impulser, qui va pouvoir mettre en place quand il y aura l'appel d'offres. Non, mais c'est formidable, hein. C'est vraiment important ta question. Il faut que dans chacun de nos centres, on se lie avec le responsable ou la responsable du CRB. Laurent Saval n'est pas dans la salle, mais à Bicêtre, Laurent, il a généré des ressources pour notre biobanque hypertension pulmonaire. Il s'est associé avec Céline Verstruif. Et là, il y a des partenaires industriels, publics, la région Île-de-France. Dans la question d'intérêt majeur, vulnérabilité pulmonaire, où il y a Raphaël, Nadia et d'autres, bien, nous, on a mis un dixième des financements sur le CRB. Et dans la perspective d'un IHU qu'on n'aura pas, on avait mis beaucoup d'argent sur les CRB. Donc globalement, je pense que c'est bien que le ministère, les pilotes du plan et chacun d'entre nous sur le terrain, on sache trouver les partenariats, parce que ça va être à un moment ou un autre concret et ça sera très facilitant. Par contre, chacun en région, etc., vous devez vous associer à votre CRB. Bonjour, Jean-Marc Nakache, je suis centre de compétences Orphalingue à Paris. Et donc, bon, nous, on est très intéressés par les actions de recherche et d'enseignement, mais notre rôle, c'est le soin au plus proche du malade, les correspondants, travailler avec les correspondants pneumologues et généralistes. Et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un jour ou l'autre qu'il y ait un financement pour ce soin des centres de compétences à hauteur d'une IPA, d'une infirmière de coordination, et puis aussi pour nous aider au remplissage de la BNDMR qui est quand même importante sur nos malades, quoi. Alors, ça tombe bien parce que depuis l'année dernière, c'est ce qu'on met en place. On a bien entendu, et puis on a eu aussi familialement un frère centre de compétences chez Respirar qui a souvent râlé sur le remplissage de la BNDMR. Hein, donc, j'ai été à bonne école familialement. On a consacré un montant important du financement du plan et notamment du nouveau plan. Ça fait partie des mesures qu'on a inscrites dans le plan pour une aide au remplissage. Donc, il faut mesurer que c'est presque 8 millions d'euros par an qu'on va déléguer là. Cette année, c'est en C2, donc c'est en ce moment. Soit c'est coordonné par la filière qui a la main sur le financement et ensuite va redispatcher ce financement sur les sites, soit certaines filières ont choisi un mode décentralisé et que ce financement aille directement sur les plateformes d'expertise maladies rares. Et donc, on a des gens dont le métier, on a vraiment fléché sur les centres de compétences maladies rares parce que vous n'avez pas les aides. Et donc, comment on peut faire pour que vous remplissiez une mission qui, pour nous, est importante et qui fait partie de la validation du centre de compétences? Parce que si on veut améliorer la qualité de la BNDMR, si on veut alimenter correctement et qu'on se prive de tous les centres de compétences maladies rares, ça va pas aller. Donc, et ensuite, je ne sais pas si votre centre est pédiatrique. Alors, pour la pédiatrie, c'est quand même un enjeu aussi qu'on a identifié. Pour le coup, ça bénéficiera pour les centres de compétences. C'est que c'est une des conséquences des assises de pédiatrie et surtout ce qui va être soins complexes liés à la pédiatrie. Il y aurait un accompagnement des centres de compétences. Ça, c'est pas encore fait, mais c'est fait avec mes collègues de la DGES. Mais le maillage donné par des centres experts labellisés, en fait, les intéresse beaucoup. Et comme la pédiatrie touche beaucoup en maladie chronique les enfants avec des porteurs de maladies rares, on retrouve nos centres. Donc ça, c'est aussi bien, mais c'est pour la pédiatrie.
Merci. Je vois qu'il y a Céline qui est à côté de notre amie. C'est vrai que le centre, enfin la filière Respifil a beaucoup fait pour l'aide au remplissage des bases de données. Il y a régulièrement des appels d'offres et dans la salle, je pense que la plupart des centres de compétences ont bénéficié d'une aide. Mais bien sûr, ces amorçages, c'est pas des emplois pérennes et ça permet bien sûr d'amorcer des choses. Alors toi, tu es dans une situation particulière. Il a reçu, oui, non, non, il a reçu, c'est pour ça. C'est pour ça que Vincent voilà, voilà. Mais globalement, c'est vrai que la pérennisation, c'est ça la difficulté. Voilà, tout le monde est au courant. C'est pérenne. Si Non, on mais- s'engage dans le plan, ce sera écrit. Voilà. C'est valable le financement chaque année pendant au moins 5-6 ans du plan. Nous, l'argent, on l'a en base. Donc on s'engage pour continuer à le financer jusqu'à la fin, jusqu'en 2028-2029. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, ce qu'on voudrait à terme, on l'a pas développé, mais on a quand même dans le PNMR 4 le projet qui est déjà un projet ANR financé à la BNDMR d'intelligence artificielle. Parce que ce qu'on aimerait, c'est qu'à la fin, il y ait une automatisation avec un algorithme pour pouvoir remplir automatiquement le dossier patient informatisé vers Bamara. Et donc ça, c'est un des objectifs du PNMR 4 pour arrêter de vous embêter et que ça se fasse de façon automatique. Oui, bonjour. Jean-Michel Fourier, je suis patient en fibrose pulmonaire et représentant d'associations de patients. Juste bravo déjà pour tout le... Bravo pour tout le travail sur le PNMR 4. J'imagine que c'est complexe à faire. On compte sur vous pour ne pas lâcher les cabinets et les ministres pour la publication maintenant. Juste une petite remarque très bienveillante. En tant que patient, alors je ne sais pas, c'est peut-être pareil pour les professionnels de santé, je ne sais pas. C'est extrêmement frustrant en fait de voir des beaux plans comme ça et puis de ne pas être capable d'en voir le suivi pendant le déroulement. On ne sait pas ce qui se passe en fait pendant la durée du plan. On a difficilement accès aux, je sais pas, des indicateurs de suivi, à des choses comme ça qui nous permettent de dire le plan il avance dans la bonne direction ou peut-être il avance pas bien et il faut pousser tel et tel point. Donc je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose pour améliorer ça. Alors, déjà, moi, je me déplace pour chaque réunion de filière de santé maladie rare. Très souvent, à chaque réunion de filière, moi, je fais un point d'étape de ce qui s'est passé dans l'année, quelles sont les perspectives. Donc, il y a beaucoup d'associations de patients qui sont présents à ces réunions. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous partagez, et je pense qu'on peut je ne sais pas si votre association est membre de l'Alliance Maladie Rare, mais à l'Alliance Maladie Rare, on a 240 associations de patients. Je pense que votre proposition, elle est tout à fait légitime et on pourrait voir avec Hélène Berruet-Gaillard comment, au moins une fois par an, lors des universités d'automne, qu'ils ont là bientôt, on pourrait imaginer d'avoir un point PNMR fait systématiquement à destination de toutes les associations. Parce que nous, les associations, elles sont présentes partout, dans tous nos groupes de travail, mais c'est des associations qui sont désignées par l'Alliance Maladie Rare pour aller dans telle ou telle commission. Mais ça veut dire que ça repose sur une personne et c'est pas l'ensemble des personnes qui vont être informées ou diffusées. Donc c'est une très bonne idée et il faut qu'on en parle à Hélène. Merci, j'accepte la proposition. C'est peut-être vrai aussi pour les professionnels de santé. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez accès facilement à un suivi. Voilà, ça dépend quelle granularité vous demandez, mais on est nous-mêmes générateurs d'informations parce qu'on fait nos rapports de filière, etc. Donc c'est très important. Et concrètement, comme acteur, on voit quand même l'implémentation des projets, les PNDS, l'éducation thérapeutique. Voilà, c'est vrai qu'on a des réunions très régulières organisées par Madame Lapointe et puis ses équipes avec les comités de filière, etc. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on est bien informé et par contre le ruissellement jusqu'aux patients et aux professionnels de santé, il faut aussi aller vers les sites, etc. Voilà. Mais merci pour votre intervention. Il faut peut-être aussi, comme pour les guidelines de l'hypertension pulmonaire, qu'on le fasse en langage courant. Moi je pense que ça, même pour nous, langage courant.
Il y a une question de Marie-Laure. Non, mais, je vais juste dire un petit mot dans votre sens, parce que ça reflète quand même une réalité et qui a été discutée aussi dans la préparation du PNMR 4. Et donc, quand j'ai parlé vraiment de travail interministériel, c'était aussi dans l'idée qu'on ait quand même un comité, enfin un suivi du plan et une préparation avec une vision à plus long terme. Donc, vraiment une vision stratégique, et c'est assez dans le sens de ce que vous dites. Bonjour, donc Marie-Laure Dalphin de Besançon. Là, je suis là. Je suis accompagnée de Alice Adorade, ma collègue. Je voulais vous demander par rapport aux coordonnateurs que vous proposez de déployer des coordonnateurs. Est-ce que vous pensez que c'est des coordonnateurs par filière, par maladie, par territoire? Comment vous envisagiez cette fonction? Parce que c'était dit dans les mesures. Alors, moi, j'ai parlé des coordonnateurs, non, d'avoir un point de contact pour les ERN. C'était ça? Tout dans les, Ah, dans l'article les soins, 51. coordonnateur de Ah oui, soins, alors dans les mesures c'était que vous Agnès qui en a proposez. parlé. C'est plutôt à Madame C'est Lagarde Agnès, mais je l'a peux proposé, ouais. plus développer. C'est Agnès qui en a parlé. C'est un article 51 qui est porté par l'AFM Téléthon en Corse. Il arrive à 5 ans. Il a été très bien évalué cet été. Là où on a eu une autorisation de la CNAM pour avoir pendant 18 mois un SAS. En revanche, dans 18 mois, comme ça porte sur les maladies rares, on devra, et que ça va tomber dans le droit commun, c'est à nous, Mission Maladies Rares, d'aller chercher comment on va organiser ce déploiement ensuite national, et puis d'aller chercher les financements pour avoir des postes de référents de parcours. Nous, on pense qu'on va s'appuyer sur nos plateformes d'expertise maladies rares et de coordination outre-mer pour pouvoir placer en fait ces référents. Le lien, c'est en fait le lien hôpital-domicile. On n'est pas sur le lien ville-hôpital, on est vraiment sur le domicile. C'est-à-dire que ça va s'adresser à des patients qui seront très loin des centres, mais qui sont aussi avec des formes sans doute sévères, où c'est difficile de se déplacer. C'était le cas de l'expérimentation, ça tourne beaucoup autour du handicap, du retentissement de la maladie en termes de handicap. Et ça pourrait vraiment faire le volet, je dirais, handicap médico-social de notre PNMR 4, cette diffusion. Et le bénéfice du parcours qui a été mis en Corse, c'est qu'ils ont mis un référent parcours de santé à Ajaccio et un à Bastia, que cette personne a pu créer un lien avec la personne malade et les aidants, les aider dans les démarches MDPH. La conclusion, organiser aussi des consultations avancées des médecins de Nice et de Marseille qui sont venus en Corse. Ça a évité aux patients de se déplacer et ils se sont aperçus que les situations d'urgence, les décompensations, la qualité de vie, la compliance par rapport au traitement à mettre en place était beaucoup plus assurée grâce à cet accompagnement, je dirais, médico-social. Mais que cet accompagnement médico-social, il a un retentissement en termes de santé aussi et de bénéfices. Et donc finalement, on fait la prévention en ayant ces référents de parcours de santé avec un lien plus fort entre le centre de référence, coordonnateur constitutif, compétences, et la personne malade. Donc c'est cette idée qu'on souhaite développer peut-être en priorité dans des zones où il y a vraiment, on a vu des déserts médicaux, le centre, des zones montagneuses qui peuvent se rapprocher de la Corse, l'outre-mer, je pense qu'il y a un lien important aussi. Donc voilà, il y a peut-être des priorités. C'est un gros travail sur les territoires, mais donc c'est par filière ou c'est non, ça serait global? C'est pas par filière. Ça serait global. C'est plutôt global et ce sera pris en compte par les plateformes. Donc en l'occurrence Besançon, il y a la plateforme Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon et à Besançon. Et donc ces référents seraient plutôt basés là. Mais par exemple pour la Corse, on peut imaginer, ou dans des zones qui sont très isolées, peut-être que le référent, il peut être rattaché à une plateforme, mais déjà sur place, puisqu'il y a besoin de cette proximité, et à être dans un CH, peut-être situé sur un CH, pas forcément celui de la plateforme d'expertise maladie rare. Il y a un peu tout à avancer. Merci.